Bien, bonsoir à toutes et tous. Bienvenue pour ce premier point info organisé par la Fédération française des échecs. Prenez place tranquillement, il est juste 19h30. La réunion était prévue pour démarrer à 19h30. Vous allez avoir donc différentes informations qui vont vous être communiquées ce soir par les membres du bureau fédéral et par Mathilde Choisy, directrice technique nationale. Avant de démarrer cette réunion et avant de laisser la parole au président, je voudrais dire un petit mot quand même concernant la triste nouvelle qui a affecté les échecs français en début de semaine. Il s'agit, vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux et sur le site fédéral, de la disparition de notre ami Serge Weil. Je ne vais pas relire ce que vous pouvez lire sur le site fédéral, mais Serge était vraiment très, très impliqué dans la vie fédérale depuis très longtemps, avec le développement notamment du club de Lille, du comité départemental du Nord. Je pense au président, notamment Jean-Michel Lebray, qui a fait un bel hommage à Serge. Serge était aussi, je suis un petit peu ému, je suis désolé, je connaissais Serge. Serge a aussi été candidat à mes côtés en 2013 sur la liste de Diego Salazar. Il était dernier suppléant. Voilà. Donc, c'est vraiment un grand, grand personnage. On a tous une pensée pour sa famille, ses amis, pour le club du Nord et aussi une pensée, bien sûr, pour son frère Roland, que beaucoup connaissent au travers des différentes compétitions. Voilà. Bien. Je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite une bonne soirée et je vais laisser la parole au président Édouard Hollange. Merci, merci Didier. Bonjour à tous. Alors, c'est le premier point d'information de la Fédération française des échecs. On a souhaité communiquer, donc on le fera régulièrement, on le fera plusieurs fois dans l'année pour venir un petit peu à la rencontre, notamment des clubs, des ligues, des comités, pour vous informer avant tout de ce qui est fait par la Fédération, pour vous donner un petit peu nos enjeux, nos pistes de réflexion, les dossiers sur lesquels nous travaillons. Ça nous semble essentiel dans cette logique de rassemblement et de fédération, puisque nous sommes tous une grande équipe au service des échecs. Et la communication va, nous l'espérons, resserrer un peu cette connexion qui a peut-être parfois été perdue. Il faut dire qu'on sort d'une campagne qui a été très longue, 15 mois, donc une des choses qu'on fera durant cette mandature, c'est de réduire
la durée de campagne pour s'aligner avec les autres fédérations, puisque c'est des moments qui sont difficiles, qui peuvent être clivants. Et maintenant, on souhaite vraiment que tout ça soit derrière nous. Donc, on veut vraiment aller de l'avant, travailler tous ensemble, ne pas aller chercher on va dire, les détails qui pourraient embarrasser. Ce n'est pas du tout notre intention. On va vraiment se concentrer vers le futur. Et on a déjà commencé, puisque nous travaillons actuellement avec les salariés de la fédération, avec Mathilde, avec Sébastien Joie, avec Joël, Eric et Laetitia, avec les élus, naturellement, ceux qui composent le bureau fédéral. Donc, il y a Laurie Delorme qui est vice-présidente, Jean-Baptiste Mulon, vice-président, Didier Pascal, trésorier adjoint, Éric Leroll, trésorier, Didier Fretel, qui est secrétaire général, qui nous accueille pour cette soirée, Mathieu Vieira et Lauriane Lebray. Donc, nous travaillons tous ensemble de concert et tout se passe très, très bien. Il y a une bonne dynamique qui s'est créée. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de travail. Il y a des gros chantiers qui nous attendent. Donc, on est vraiment ravis, dans une dynamique très positive, avec beaucoup de dossiers. On va y venir. C'est vrai que les échecs, bon, là, je fais une petite parenthèse sur le contexte extrêmement prometteur, malgré cette période très compliquée liée à la Covid. On a eu le jeu de la dame, on a l'explosion du jeu en ligne, et on a en ce moment, cerise sur le gâteau, Maxime, qui, je ne sais pas s'il a fini sa partie, en tout cas, est au candidat, est toujours en bonne position pour se qualifier, et donc on le soutient naturellement à fond, parce qu'il peut provoquer un boom des échecs français, naturellement, si jamais il parvenait à se qualifier dans ce tournoi. Nous avons donc pris un petit peu nos fonctions, pris le poste. Donc, il y a des enjeux urgents. Notamment, il faut préparer la première assemblée générale, le premier comité directeur pour résoudre les premières questions qui sont d'ordre, on va dire, statutaire. Nous devons donc composer les commissions, notamment les commissions statutaires, valider les comptes, arrêter les comptes, faire le prévisionnel. Donc, tout ça, c'est des gros boulots. Donc, on est naturellement dessus. Pour le moment, on n'a pas pu se concentrer sur le développement, ce qui est la partie vraiment qui nous intéresse, qui nous passionne, avec laquelle on souhaite travailler tous ensemble. Mais on est un petit peu contraint par le calendrier à d'abord résoudre et se mettre en ordre de bataille. Il y a une première volonté, ça va être de régler les contentieux en cours. La fédération a quelques dossiers ouverts sur plusieurs dossiers de contentieux. Notre intention est de les fermer le plus rapidement possible parce que, comme on l'a dit pendant la campagne, on souhaite une fédération sereine et la sérénité passe avant tout par l'absence de contentieux. Dans cette prise de fonction, cette prise de poste, il y a eu effectivement l'opérationnel pour régler les points statutaires administratifs et commencer à construire, se mettre en ordre de bataille. Il y a eu également nouer les relations avec les partenaires. Je pense aux villes organisatrices de tournois, au ministère, au CNOSF, mais également relations internationales avec la FIDE et naturellement avec les partenaires financiers que sont les sponsors. Donc nous avons déjà commencé à déployer notre présence auprès des partenaires et les relations, naturellement, bon, j'ai envie de dire, comme dans tout début de mandat, se passent plutôt très très bien et très prometteur pour la suite. On a une actualité brûlante et c'est la dernière que je vais vous présenter, c'est le plan ANS du moment. Donc c'est une enveloppe de subventions à destination des clubs pour des projets fléchés sur le projet sportif fédéral. C'est quelque chose d'essentiel puisqu'il y a une enveloppe de 400 000 € qui va être distribuée aux clubs. On en fera d'ailleurs une vidéo spéciale la semaine prochaine pour vous donner un peu les détails de la répartition de cette enveloppe, comment présenter des beaux projets et comment justement nous les envoyer et quel va être le cheminement et le suivi. Ça, c'est quelque chose de très important parce que plus on reçoit de projets cette année, plus les subventions seront importantes l'année prochaine. Donc, c'est quelque chose qui se construit dans la durée et il faut vraiment jouer le jeu, vous, en tant que club, présenter vos projets, bien vous renseigner sur comment faire et donc il y aura une visio la semaine prochaine là-dessus. Mon dernier point, c'est le plan de relance, puisque ça fait partie des urgences. Donc là, on n'est plus dans les premières semaines, mais on est vraiment dans l'action. Il y aura le comité directeur samedi prochain qui va voter dessus. On présentera ce qu'il faut à l'Assemblée générale pour vote. Mais il y a 3 mesures. Donc, il y a le prix déjà des licences de la rentrée. Donc, c'est quelque chose qui implique les ligues, qui implique naturellement l'Assemblée générale, puisque c'est le prix des licences, et qui implique aussi les finances de la fédération. Donc, on va étudier le prévisionnel, on doit le présenter dans 3 jours, donc on est à fond dessus, puisque l'année à venir s'annonce relativement difficile.
Mais il faut avoir toutes les informations, discuter avec les ligues et voir les possibilités pour le prix de la licence à la rentrée. Ce qui est certain, c'est qu'avec la même démarche, nous allons lancer, c'est une promesse de campagne, une licence à tarif réduit pour l'été, pour que chacun puisse jouer un tournoi en ne payant pas une licence, entre guillemets, plein pot. Nous avions également annoncé la gratuité des droits d'homologation, pour que chaque organisateur soit plus à l'aise financièrement, et ce sera naturellement fait jusqu'à la fin de l'année. Ce sera mis au vote très, très prochainement. Dans une deuxième échelle de temps, je vais finir avec les promesses de campagne. Nous avons le projet Cursus à mettre en place, nous avons l'Institut national de formation, le plan de mixité, la mise en place d'AssoConnect, et donc ça sera mis en marche dans les semaines qui viennent pour être complètement effectif à partir de la rentrée. J'ai fini pour cette présentation générale. Maintenant, on va entrer dans les dossiers concrets. Donc, il y en a 3. Il y aura les commissions, il y aura les dispositifs pour les clubs et il y aura les compétitions. Donc, je vais tout de suite laisser la parole à Mathieu, qui va présenter les commissions que nous sommes en train de composer. Bonjour Mathieu. Bonsoir à toutes et tous. Donc, comme l'a dit Éloi, je vais vous parler très brièvement des commissions, puisque vous avez probablement vu il y a une dizaine de jours un appel à candidature qui a été lancé sur le site fédéral pour toutes celles et ceux qui souhaitaient s'investir au sein des commissions statutaires et également des secteurs tels que le handicap, la féminisation, la mixité, l'organisation de grands événements. Pourquoi on a choisi de faire cet appel à candidature? Pour une raison assez simple, c'est que tout au long de notre campagne, on a rencontré énormément de personnes qui nous ont dit « moi j'ai telle compétence, moi j'ai telle expertise et j'aimerais pouvoir la mettre au service de la fédération si vous êtes élu ». Et on s'est dit que il y avait forcément d'autres personnes que celles qu'on avait rencontrées pendant la campagne qui avaient aussi ce type de compétences, ce type d'expertise à mettre au service de la fédération. Et c'est vraiment dans cette démarche de rassemblement qu'on a souhaité lancer cet appel à candidature pour que toute personne, d'où qu'elle vienne, puisse librement répondre et dire bah voilà, moi j'aimerais travailler sur ce secteur-là. Moi j'aimerais pouvoir apporter mon aide sur cette commission. Ça a été, on le pense vraiment, un vrai succès. On a reçu plus de 160 réponses et on tenait vraiment à vous en remercier parce que dans ces 160 réponses, il y a vraiment énormément de candidatures de bénévoles du terrain et des candidatures en plus de qualité avec des gens qui connaissent pour beaucoup le domaine dans lequel ils souhaitent s'investir. Et c'est vraiment une richesse qui montre la vitalité de notre fédération. Ces 160 réponses, vous imaginez bien que ce n'est pas forcément facile de toutes les traiter. Et c'est pour cette raison qu'on a mis un peu de temps et on s'en excuse, qu'on met un peu de temps à traiter l'ensemble et on s'en excuse par avance. On va essayer, donc, comme l'a présenté Éloi, l'urgence, c'est d'abord les commissions statutaires. Les commissions statutaires, elles sont au nombre de 8. Je les cite très rapidement, c'est la Direction nationale de l'arbitrage, la commission technique, la commission médicale, la commission d'homologation, la commission de discipline et la commission d'appel, la commission d'appel sportif et la commission de contrôle économique et de gestion. Ça, ce sont des organes qui sont prévus par nos statuts et qui sont vraiment essentiels et qu'il faut que dès ce samedi, on les mette en marche. Parce que si je prends l'exemple de la commission de discipline, on a des dossiers qui nous attendent malheureusement, entre guillemets, dans l'antichambre et il faut absolument qu'on remette en route cette machine fédérale. Donc, dans un premier temps, on s'est concentré sur l'analyse des candidatures par rapport à ces commissions-là. Ça, ce sera voté ce samedi et nous sommes en train de terminer la composition des commissions et on espère pouvoir recontacter les personnes qui avaient candidaté jeudi ou vendredi. Enfin, on va les recontacter jeudi ou vendredi. Et par la suite, une fois qu'on aura fait ce premier travail, on va ensuite passer par rapport à tous les secteurs. Par exemple, le secteur culture et histoire. Il y a une superbe commission culture et histoire qui existe au sein de la fédération. Et on a pu le voir, par exemple, avec l'exposition du centenaire récemment. On a le secteur du handicap, on a le secteur de la féminisation. On a énormément de directions participatives où on souhaite pouvoir impliquer largement. Et donc, là, par la suite, on reviendra vers vous. Et y compris si, parce que malheureusement, il y a
plus de candidatures qu'il n'y a de place, puisque si je prends par exemple la commission de contrôle économique et de gestion, c'est maximum 9 personnes et on a plus de 15 candidatures. Donc, ce qu'on souhaite vraiment faire passer comme message, c'est que on essayera de vous recontacter, y compris pour les secteurs par la suite participatifs, y compris si vous n'avez pas, si vous n'intégrez pas une des commissions statutaires, parce que l'enjeu, c'est vraiment d'être, comment dire, le maximum de bénévoles pour notre fédération pour pouvoir avancer sur le chemin du projet qui est proposé. Voilà, je m'arrête là et je te redonne la parole, Éloi. Merci, merci Mathieu. Donc, on va maintenant passer la parole à des sujets qui vous touchent directement, donc des opportunités qui se présentent à vous. C'est Laurie Delorme, vice-présidente, qui est également présidente du club de Marseille Échecs, qui va vous présenter donc les dispositifs actuellement en marche et disponibles pour les clubs. Oui, alors bonsoir. Donc, pour le moment, on est encore en confinement, on va dire, et il n'y a pas encore de calendrier très précis concernant la reprise, si ce n'est la réouverture des établissements scolaires du premier et du second degré de manière échelonnée. Ce qu'il y a de vraiment important, enfin, comme point important pour la vie des clubs, donc c'est au niveau des assemblées générales, donc qui peuvent se tenir en distanciel ou par consultation écrite. Ça signifie que les clubs qui ont des assemblées générales à organiser de manière obligatoire n'ont pas de report possible. Je pense notamment aux clubs qui valident leur compte, clôturent leur compte au 31 août. Ils se doivent d'organiser donc leur assemblée générale pour valider les comptes. Donc, soit en distanciel de manière classique pour ceux qui en ont l'habitude. Ceux qui n'en ont pas l'habitude peuvent aussi le faire par consultation écrite, c'est-à-dire qu'ils envoient les documents avant et ils proposent aux adhérents de se prononcer par retour courrier ou retour mail. Voilà, donc ça c'est un point important. Au niveau des dispositifs de l'État, le chômage partiel est prolongé jusqu'au 30 juin et le fonds de solidarité du mois de mars a été cadré et peut être saisi. Donc, ils avaient donné la date du 22 avril. En fait, on peut le saisir dès aujourd'hui. On peut dès aujourd'hui demander nos aides pour le mois de mars. Un petit point de vigilance très important, c'est que depuis janvier, l'année de référence, donc pour comparer à janvier 2021 et janvier 2019, et donc ce sera le cas jusqu'à priori mai ou juin. On devra comparer nos recettes à celles de l'année 2019 et pas 2020. Voilà, il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup d'aides possibles et que ça peut varier en fonction des territoires. La première chose qui peut être intéressante, je pense, pour les clubs, c'est de prendre contact avec les référents au niveau des conseils régionaux. Donc, il faut savoir que depuis fin 2020, il y a des référents et des contacts pour les entreprises pour connaître un petit peu les dispositifs qui sont sur la région, qui peuvent vraiment varier en fonction des régions. Il y a un dispositif qui est intéressant et qui a été très peu exploité jusqu'ici, c'est le dispositif urgence qui concerne en fait l'économie sociale, solidaire et responsable. Il faut savoir que les associations loi 1901 font partie de ce système-là et que l'on peut faire des demandes donc justement sur le dispositif urgence qui vient en fait, qui a pour objectif premier, c'est la préservation des emplois. Et il faut avoir au minimum donc un salarié et remplir un formulaire en ligne. Et le dossier est assez simple, le premier filtre est assez simple. Puis, on sera contacté par un conseiller qui va nous permettre de voir un petit peu l'impact réel qu'a eu la crise Covid sur notre club et voir si elle est juste ou pas d'avoir une aide. Alors, ce qui est un petit peu curieux, c'est qu'on a très peu d'informations sur le cadrage. Ce qui est certain, en revanche, c'est que si on ne fait pas la demande d'aide, on ne pourra pas y avoir le droit. Donc, c'est important de se connecter sur ce site. Donc, le site, c'est urgence-ess.fr et d'aller remplir le formulaire pour les associations qui ont au moins un salarié. Donc, pour les clubs d'échecs qui ont au moins un salarié. Au niveau territorial, donc on a, Éloi a parlé en fait du projet sportif fédéral, donc qui vient sur le projet ANS donc au niveau national. Il faut savoir aussi qu'il y a des campagnes ANS au niveau territorial. Donc là, ça concerne donc ce qui était avant la DRDJS pour ceux qui le connaissent sous ce nom. Donc c'est soit la direction régionale, soit la direction départementale. Il y a deux campagnes bien précises. Il y a le Fonds territorial de solidarité qui avait déjà
qui avait déjà été sorti en 2020 et qui va concerner donc des aides classiques, enfin, je veux dire des aides pour les territoires prioritaires et pour les publics prioritaires, la relance de la pratique sportive ou la reprise de licence qui fait aussi partie des axes du projet sportif fédéral et surtout une aide au fonctionnement pour les associations sportives qui sont en difficulté. Et les associations prioritaires seront celles qui sont non employeuses. Donc là, c'est vraiment un dispositif qui est intéressant pour les clubs qui n'ont pas de salariés ou qui vont avoir qu'un prestataire, parce que jusqu'ici, c'est quand même les structures qui ont été le plus fragilisées et le moins soutenues financièrement. L'autre campagne territoriale qui est sortie aujourd'hui, c'est la campagne emploi ANS. Donc là, c'est comme, je pense, à peu près l'année dernière, il y a l'aide à l'apprentissage, il y a l'aide à la création d'emplois ANS et il y a une aide ponctuelle pour l'emploi qui, elle, vient soutenir la pérennisation des emplois pour tous les CDI, pour les éducateurs, donc les jeunes éducateurs, donc qui auraient moins de 25 ans. Pour les dispositifs ANS, de soutien territorial et la campagne emploi ANS, il faut contacter vos référents territoriaux. Voilà. Au niveau de l'actualité et des deadlines, donc là, en sachant qu'on a quand même une période assez chargée, on va dire, pour les clubs, deux choses importantes. Il y a le service national universel. Vous avez dû recevoir des mails en vous disant qu'il y avait une date limite au 30 avril pour s'inscrire. Là, il faut savoir que ça concerne, en fait, c'est un service national universel qui concerne les jeunes de 15 à 17 ans qui veulent faire un séjour de cohésion, puis une mission de 12 jours ou 84 heures, une mission d'intérêt général. Ça n'empêche pas du tout les structures d'accueillir des services civiques, donc de 16 à 25 ans, ou à ces jeunes-là, s'ils ne sont pas passés par le service national universel, de s'engager dans un service civique directement. Voilà, donc pas de panique. Simplement, si vous avez des profils intéressants, il faut quand même leur dire que l'inscription se fait avant le 30 avril. L'autre dispositif à exploiter et qui se termine dans la plupart des villes au 30 juin, c'est les cités éducatives. Donc, pour pouvoir commencer les projets en septembre, il faut qu'il y ait une présélection courant mai avec des décisions qui sont prises en général donc, au 30 juin. Ça veut dire que normalement, aujourd'hui, en avril, mai, on doit déjà être en rapport avec les établissements scolaires et les partenaires éducatifs pour lancer les projets concrètement pour septembre. Voilà pour l'actualité. Merci, merci Laurie. Donc oui, j'avais une question dans le chat. Donc oui, les informations seront mises en ligne sur le site de la fédération demain ou après-demain. Pas forcément sous la forme de PowerPoint, mais éventuellement sous une forme de texte. Enfin, en tout cas, sous la forme la plus intéressante possible. Je complète également avec le pôle service au club, qui est une promesse qu'on a faite, qui est d'avoir toujours à disponibilité des élus fédéraux qui peuvent vous renseigner et vous faire avancer dans vos démarches. Donc, ce pôle service au club, bon, on a été débordé, il n'est pas encore en place, mais à partir de la semaine prochaine, je pense que Laurent Nouveau, Laurie et Sébastien Péter auront complété l'action. Et donc, il y aura une sorte de ligne directe qui vous connectera soit vers des salariés, vers le secrétariat, soit vers les spécialistes des clubs qui pourront vous aider, vous orienter, notamment pour mettre en place les dispositifs que Laurie vient de vous présenter. Je vais donc maintenant passer la parole sur un sujet compliqué, parce qu'on est en pleine période de Covid et pleine d'incertitudes, et on a des belles compétitions qu'on a très envie d'organiser. Donc, je vais laisser Mathilde Choisy, qui est directrice générale, vous présenter, enfin, et directrice technique également, présenter le point sur les compétitions à venir. Bonsoir Mathilde. Bonsoir à tous. Alors, au niveau des compétitions, je vais commencer par l'international puisque ça redémarre un petit peu plus vite que chez nous. Et on va pouvoir commencer à faire rejouer au moins nos joueurs de haut niveau et j'espère bientôt nos jeunes. Alors, la Mitropa Cup aura lieu en format hybride cette année et l'équipe de France jouera depuis le Château d'Asnières, donc du 4 au 12 mai. Ensuite, nous allons organiser la qualification pour la Coupe du Monde qui aura lieu également en format hybride avec tous les joueurs français à plus de 2550. Donc, nous sommes en train de voir qui veut jouer et pour trouver un lieu pour faire jouer nos Français.
Le Grand Chess Tour aura bien lieu à Paris au mois de juin, du 16 au 23 juin. Et ensuite, le cycle de qualification pour les futurs candidats recommencera déjà avec la Coupe du Monde qui aura lieu du 10 juillet au 6 août à Sochi pour les hommes et pour les femmes. Où nous savons déjà qu'il y aura Maxime Vachier-Lagrave et Étienne Bacrot chez les hommes et Marie Sebag et Pauline Guichard et Elmira Skripchenko chez les femmes. Et nous espérons que d'autres joueurs se qualifieront via le format hybride. Les championnats d'Europe individuels sont confirmés en août pour les femmes en Roumanie et le mixte fin août, début septembre à Reykjavik. Et pour les compétitions jeunes, pour l'instant, elles sont maintenues, mais nous n'avons pas les dates. Donc le calendrier est pour l'instant certain sous réserve d'annulation, mais a priori, ça a l'air d'être parti pour se tenir jusque fin août, début septembre. Concernant les compétitions nationales, alors le top 12 féminin d'abord a été reporté. Laurie notamment et Dominique Dervieux sont en train de voir avec les équipes pour reprogrammer une date, mais le but c'est qu'il ait lieu. Ensuite, nous sommes confrontés à un problème, c'est que les grands espaces actuellement sont occupés pour des vaccinodromes. Donc, le top 16 qui était prévu fin mai a lui été reporté aussi pour des raisons sanitaires à fin juin et il aura lieu probablement dans une autre ville. C'est en cours pour trouver une autre ville du 24 juin au 4 juillet. Pour le championnat de France des jeunes, donc il y a actuellement un vaccinodrome à Agen au Palais des Expositions. Donc, nous sommes en train d'étudier la faisabilité pour le tenir malgré tout. Nous devons voir avec les équipes techniques ce qui est occupé, ce qui ne l'est pas et ce qu'il est possible de faire. Et nous nous sommes fixé la date du 7 mai pour donner une réponse, savoir si on le maintient et dans quelles conditions ou si on l'annule. En cas d'annulation, il restera deux options, soit un report à la Toussaint, soit en ligne comme l'an dernier. Et pour le championnat de France, c'est le même problème, donc Chartres Expo et les vaccinodromes, donc il aura lieu probablement aux mêmes dates du 14 au 22 août, mais la ville reste encore à définir. Voilà, Éloi, je te redonne la parole. Oui, merci Mathilde. Donc oui, alors les compétitions, effectivement, c'est très compliqué. On est en période d'incertitude. Les villes sont frileuses puisque l'équipe sortante n'avait pas de contrat signé pour des raisons qu'on peut comprendre. C'est que ce n'est pas facile dans ce contexte-là d'aller fixer des villes pour des compétitions qui peuvent être annulées par la préfecture au dernier moment. Donc on est quand même dans une période qui est relativement difficile. C'est notre dossier, c'est notre gros dossier du moment, on va dire, puisqu'on sait qu'il y a une attente énorme, notamment sur Agen. Donc comme l'a dit Mathilde, nous on souhaite vraiment que le tournoi puisse avoir lieu aux dates prévues. On souhaite éviter qu'il soit annulé au dernier moment. Et donc, on va vraiment se donner toutes les chances pour aller au bout. Donc, on est vraiment sur le coup avec les personnes du Centre des Congrès d'Agen, avec le maire d'Agen, avec le club d'Agen, pour anticiper tout ce qui peut l'être. Et donc, on a fixé cette date du 7 mai pour vraiment vous donner à ce stade vraiment l'état des lieux de ce qui se passe. Et si on s'aperçoit, par exemple, que le vaccinodrome ne permet pas l'organisation, eh bien, on vous le dira à ce moment-là. Et donc, on prendra une décision avec des scénarios possibles à partir du 7 mai. Mais on y tient vraiment, et c'est un vrai dilemme d'être dans ce contexte-là pour ce championnat qui a déjà été annulé, ou en tout cas qui n'a pas eu lieu en présentiel l'année dernière. C'est la petite tristesse du moment. Voilà, je pense qu'on peut passer, merci Mathilde, Mathieu et Laurie pour ces exposés. On peut passer éventuellement aux questions-réponses. Donc, si vous avez des questions sur les différentes choses qu'on vient de vous présenter ou des questions qui n'ont rien à voir mais qui sont liées avec l'activité de la fédération ou des clubs, eh bien, n'hésitez pas. On a déjà des premières questions, effectivement. Alors, je ne sais pas par laquelle on va démarrer. Une question à laquelle tu as en partie répondu au début, Éloi. C'est sur les licences A 2020-2021 payées
sans compétition, que pense faire la FFE des remboursements des prolongations de validité en 2021-2022? Merci de la réponse. Oui, alors c'est une question, qui a été posée par de nombreux clubs. La réponse n'est pas simple. Donc, effectivement, on n'a pas les comptes, on n'a pas le prévisionnel pour le moment, et la licence implique également une part pour les ligues et pour les comités, pour les organes déconcentrés. Donc, il faut, pour réfléchir à ça, avoir toutes les données et toutes les informations. Et il faut également, comme ça concerne le prix de la licence, que ça soit voté en assemblée générale. Donc, pour le moment, nous allons engager la concertation avec les ligues. On va faire le point sur l'état des comptes. Et il y a une assemblée générale qui arrive. Didier pourra nous dire la date exacte. Je crois que c'est le 22 mai, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, elle est prévue pour le 22 mai. Et lors de cette assemblée générale, le point pourra être posé. Mais il n'y a aucune décision qu'on peut vous annoncer pour le moment tant qu'on n'a pas fait un prévisionnel et tant qu'on n'a pas consulté les ligues et les comités départementaux. Alors, dans les autres questions, mais je ne sais pas si Didier, tu voulais rebondir sur l'Assemblée générale, peut-être pour préciser Oui, sur le calendrier. oui, oui. Très rapidement, je ne sais pas si on m'entend. Donc, la date du 22 mai est une date qui va être en fait discutée lors du comité directeur qui aura lieu ce samedi. L'idée, c'est de faire une assemblée générale quand même avant la fin du mois de mai, si possible. Alors, elle aura peut-être lieu le 22, peut-être le 29. On va en discuter avec le comité directeur. Voilà, il faut savoir que nous avons été élus le 3 avril, hein, donc il y a un petit peu plus de 2 semaines seulement, et tout n'est pas encore totalement figé au niveau du calendrier administratif notamment. Voilà, c'est l'AG habituel hein, qui a lieu tous les ans pour notamment se pencher sur les comptes et les rapports, tous les rapports d'activité de l'année 2020. Voilà. Super. Alors, on avait également une question sur le top jeune. Alors, je suppose c'est savoir s'il a lieu, je pense. Oui, alors Mathilde, sur le top jeune. Hein. Oui, il y a une phase prévue. C'est Éric Mouret qui voit ça avec les équipes, puisqu'Éric est directeur des compétitions jeunes. L'idée, ça serait, comme l'an dernier, d'organiser une phase plutôt fin août, a priori. Même s'il n'y a pas toutes les équipes, au moins pour attribuer un titre et que les jeunes puissent jouer. Une question ensuite du club de Valois-Échecs sur la possibilité d'affilier un nouveau club, même si la règle des 5 licences A n'est pas atteignable, est-elle possible, envisageable ou à l'étude? Alors, je peux peut-être répondre directement, à moins que tu souhaites t'en charger, Didier, mais cette règle, il faut savoir que c'est quelque chose qui est prévu. Alors, j'ai un doute, savoir si c'est nos statuts ou le règlement intérieur qui les prévoit. Pour l'heure, on n'a pas encore engagé de réforme statutaire. On a développé durant notre campagne des points de gouvernance qu'on souhaitait mettre en œuvre au cours du mandat. Mais néanmoins, on pense que ce n'est pas la priorité que de réformer actuellement les statuts et le règlement intérieur. C'est un travail qu'on souhaite mener pendant le mandat, mais qui doit, selon nous, arriver après, la priorité étant d'abord la relance des compétitions, la relance des clubs, avant tout. Et du coup, si Didier ne veut rien rajouter, j'enchaîne avec la question d'après sur quid des homologations de tournois pour cet été. Alors oui, les homologations de tournois. Mais je pense qu'il n'y a pas de problème avec les homologations de tournois pour cet été. Là, c'est Mathilde qui va nous faire les détails, mais toutes les discussions qu'on a eues vont dans le sens de l'acceptation des homologations cet été, a priori, hein, en tout cas. Alors, pour l'instant, on n'homologue pas, parce que simplement homologuer puis annuler prend du temps. Mais on peut faire, si besoin, des attestations, s'il y a besoin d'attestations, notamment pour les subventions, comme quoi on autorisera le tournoi si les conditions sanitaires le permettent. Donc, je sais qu'il y a plusieurs tournois qui sont annoncés
dans ce cadre-là, mais évidemment, si les conditions sanitaires le permettent, tout sera homologué et nous nous sommes engagés, notamment auprès des ligues en mars, à ce qu'on homologue beaucoup plus vite que d'habitude et à raccourcir les délais. Merci Mathilde. On a une question de Stéphane Laborde. Qu'en est-il de la refonte du site FFE et de la simplification des tarifs des licences? Oui, alors la simplification du tarif des licences, c'est un projet de mi-mandat, c'est-à-dire que oui, on a conscience qu'il y a un souci quand on voit la page A4 avec tous les tarifs actuels des licences qui dépendent d'un millefeuille de catégories d'âge, de ligues et de régions. Donc ça, il y a probablement une simplification à faire là-dessus. Donc on va y travailler quand on sera un peu tranquille, donc à mi-mandat, parce qu'il n'y a pas d'urgence là-dessus. La refonte du site doit s'engager assez vite. J'aimerais bien la démarrer là, c'est-à-dire commencer à faire le cahier des charges, puisqu'on a eu des candidatures là-dessus de profils très performants. Éric Mouret nous accompagne aussi naturellement dans la rédaction et la création de ce futur cahier des charges. Donc ça sera la première étape. C'est un projet qui va durer 2 ans à peu près, et on va le lancer le plus vite possible, mais on ne peut pas parler actuellement d'urgence pour la refonte du site FFE quand on voit toutes les urgences qu'on a en face. Donc là, comme c'est un projet qui est très long, ça attendra un petit peu le temps que la situation se tasse et qu'on puisse se lancer sur un projet de cette envergure-là, qui est quand même très, très gros, relativement coûteux aussi. Donc pareil, on doit aussi voir ça avec les financements qu'on a et le prévisionnel qu'on va proposer. Une question de Sophie Lannes qui dit qu'elle n'a pas vu dans l'appel à candidature de commission mixité, malgré ce que j'ai annoncé. Alors, elle me met le doute, mais pour moi, je suis quasiment sûr qu'il y a dans la liste des secteurs un secteur qui s'intitule féminisation mixité. L'idée que nous souhaitons avoir, c'est de travailler en fait, comment dire, sur des projets qui soient transversaux. Et c'est pour ça qu'on n'a pas forcément parlé de commission participative. On n'a pas, par exemple, écrit de commissions jeunes, de commissions grands événements, etc. On a parlé de secteurs parce que l'idée, c'est bien d'avoir des compétences, des personnes qui viennent en disant j'ai telle compétence dans tel secteur et qu'ensuite on puisse dialoguer avec ces personnes pour voir comment on lance des projets au cours de ce mandat. Mais sauf erreur de ma part, il y a bien un secteur dans le formulaire féminisation mixité, mais je revérifierai après coup. Alors, je crois que le micro de... Oui. Pardon, non, mais c'est qu'on me confirmait qu'il y avait bien, donc, dans le chat, a priori, on confirme qu'il y avait bien un secteur féminisation mixité dans le formulaire. Une question ensuite sur l'équipe de France Jeune. Qu'en est-il de l'équipe encadrante, sélectionneur, entraîneur? Alors, je n'ai pas de... C'est un sujet qu'on n'a pas encore abordé avec les élus, donc politiquement. Je pense que Mathilde peut peut-être nous détailler le dispositif actuel. En tout cas, bon, je vais faire un peu des généralités, mais ce qu'on souhaite, c'est de la performance. On souhaite qu'il y ait des chefs de délégation, donc des encadrants, qui soient bien formés. Je pense que c'est déjà le cas. Et ce qui va nous motiver sur les équipes de France, c'est naturellement la recherche de financement et de sponsors pour que la fédération, par le biais d'un financement privé, puisse prendre en charge grande partie des coûts, notamment des entraîneurs et notamment des sportifs qui sont sur place. Tu veux que je rajoute un mot, Hello, non? Mais non, oui. Le dispositif actuel, donc la commission de sélection, c'était Mathieu Bissière, Sophie Millet et moi-même. À refondre. Et les entraîneurs, c'était des appels à candidature avec une priorité sur les entraîneurs qui entraînaient des jeunes sélectionnés, puisque c'est important pour les jeunes aussi d'avoir
leurs entraîneurs à l'année sur les championnats internationaux. Donc, c'était le dispositif jusqu'à maintenant. Mais pour l'instant, les compétitions jeunes ne sont pas annulées. Elles sont maintenues, mais nous n'avons pas les dates. Je ne sais pas du tout si elles auront lieu en 2021, puisque regrouper 2000 personnes, 3000 personnes à l'international, ça reste encore très compliqué. Je vais rajouter un petit mot sur notre génération spontanée de super jeunes. Donc, on a vraiment de U14 à U8 des talents incroyables. Mathilde a fait l'étude complète. On est probablement la deuxième nation derrière les États-Unis dans cette tranche d'âge. Donc, dans les années qui viennent, on espère vraiment que les compétitions pourront se tenir, que nos jeunes vont briller, rapporter titres et médailles, parce que ça nous met vraiment dans une belle dynamique. Et donc, si les compétitions ont lieu, on sera d'autant plus ravis d'avoir des performances. Et on a une génération de folie qui va remplacer à terme celle qui est actuellement là en équipe de France, légèrement vieillissante, parce qu'on manque de nouveaux joueurs. On a quand même eu un trou assez long sur le haut niveau. Mais là, ça revient. Et donc je pense vraiment qu'on a une carte à jouer sur le futur. Il va falloir mettre les moyens sur ces jeunes pour que la France soit une grande nation, en tout cas à l'international, sur le haut niveau. Merci. Je prends ensuite une question, toujours sur les championnats de France jeunes. Qu'en est-il des jeunes qui étaient qualifiés l'an passé pour le championnat de France jeunes? Je te laisse peut-être répondre, Mathilde. Oui, alors les ligues ont la main sur les qualifications, c'est-à-dire qu'elles peuvent décider d'organiser des qualifications en présentiel si c'est permis. En ligne, elles peuvent faire une sélection, elles peuvent choisir de qualifier les jeunes qui étaient qualifiés l'an dernier. Ce sont les ligues qui décident de leur liste et qui sont chargées de fournir une liste de qualifiés à la fédération. Donc, ça dépend réellement de l'activité de chaque ligue. Certaines ont déjà fait des qualifications au niveau départemental en ligne. Certaines, je sais, ont déjà fait des sélections. Donc, voilà, chaque ligue, vous devez contacter soit votre président de ligue, soit le directeur des jeunes de la ligue pour savoir quelles sont les modalités de qualification. Une question, j'imagine, de Jean-Luc Fett, qui t'a envoyé un mail ce matin, Éloi, concernant les relations avec le CNOSF, et il demande si tu as une réponse. Oui, j'ai une réponse. Donc, on a des relations actuellement tendues avec le CNOSF, dans le sens où, à chaque demande qui a été faite par la fédération d'être reconnue comme sport et donc d'intégrer pleinement le CNOSF, on s'est pris un courrier de retour disant vous n'êtes pas un sport. Donc ça, c'est l'enjeu actuel. A priori, il y avait des blocages qui étaient soit politiques, soit de personnes. Il peut y avoir plein de raisons qu'on n'a pas tout identifié. Ce qui est certain, c'est que le fait qu'il y ait un changement à la fédération, doublé d'un changement au CNOSF, puisqu'il y a l'élection qui arrive, il y a des bonnes chances que le prochain président ou la prochaine présidente du CNOSF soit dans les réseaux de connaissances que nous avons, voit les échecs d'un bien meilleur œil que le président actuel, et donc que les relations puissent aller dans le très bon sens. L'élection a lieu au CNOSF le 29 juin, et ça sera l'occasion de nouer les liens, et donc de repartir sur la redescente au CDOS et au CROS. Donc c'est en cours. On attend effectivement l'élection, mais on doit les contacter maintenant, d'ailleurs, pour une actualité importante, puisque c'est l'année d'attribution des délégations. On est sur les années olympiques. Oui, sur une révolution d'Olympiade, donc sur une période de 4 ans. Et c'est maintenant qu'on doit déposer les dossiers, et l'aval du CNOSF est nécessaire. Donc on va nouer des relations tout de suite, en espérant que ça se passe bien. Et donc, on va essayer de normaliser la relation avec le CNOSF, parce que c'est normal. Les échecs ont tout d'un sport olympique. Donc, normalement, ça devrait bien se passer. En tout cas, on est sur le coup. Merci, Éloi. Une question ensuite. Y a-t-il des formations DIF, DAF prévues début 2021-2022 ?
donc les formations pour les initiateurs et les animateurs? Je n'ai pas la réponse à cette question. Mathilde, peut-être? Les formations sont annoncées sur le site de la fédération. Donc, je sais qu'il y en a certaines qui sont prévues en ligne, puisque en cette période, nous avons laissé les formations DIF et DAF se dérouler en ligne. Donc, il faut aller voir sur le calendrier dans l'onglet de formation. Ok, une autre question ensuite sur la ville pour le championnat de France adulte. Donc, à quel moment, alors, on demande 8 mai aussi, donc je suppose qu'on fait référence par rapport à la date du 7 mai sur le championnat de France jeune. Donc, je suppose est-ce que c'est à ce moment-là qu'on annoncerait également pour le championnat de France adulte? Éloi? Alors, on l'annoncera le plus vite possible. Pour l'instant, on a géré dans l'urgence les compétitions qui arrivent très vite. Donc, le top 16 et Agen, le championnat de France jeune principalement. On prend les contacts avec les villes. Donc là, on a déjà un réseau. Maintenant, il faut contacter les maires, il faut prendre les rendez-vous, il faut faire le rendez-vous technique derrière avec les personnes qui s'occupent des centres des congrès. Donc, c'est une démarche qui prend un petit peu de temps. Elle est enclenchée, mais effectivement, la réponse arrivera quand elle arrivera, j'ai envie de dire, sachant que c'est dans nos urgences, mais pas tant que ça, parce qu'on peut encore attendre 2 semaines, 3 semaines, 1 mois pour avoir la ville définitive. Donc, on travaille sur le dossier. Je n'ai pas de date précise à annoncer. Ça dépendra de beaucoup de choses. Hein. Ça dépendra effectivement des espaces occupés par les vaccinodromes, du réseau de villes partenaires et de l'envie qu'ils ont d'accueillir la compétition. Ça dépendra aussi des budgets, puisque c'est des compétitions qui coûtent. Donc, il faut que la ville mette les subventions en face. Il y a beaucoup d'éléments et donc on n'a pas de date en tête forcée. On ne va pas vous dire tout de suite, à telle date, on annoncera la ville ou on annulera le championnat. Ce n'est pas encore dans le planning. Le planning, pour l'instant, c'est de prendre les contacts et d'avancer dans les démarches. Une autre question. Ensuite, comment vont reprendre les masterclass FFE? Les masterclass FFE, on a prévu un nouveau format. Alors, pour l'instant, le format, c'est interactif 2 heures par mois. C'était fait par Sylvain Raveau et Antoine ou Julien Favarel? Antoine Favarel? Bon. Antoine Favarel, oui. Antoine Favarel, voilà, qui faisait ça. C'était un moment très apprécié par les clubs. Donc, on conservera ce format interactif, mais on le complétera avec un dispositif d'apprentissage un peu continu, donc de 15 minutes thématiques par semaine, avec une ligne qui sera objectif 1300, une ligne objectif 1600, que les clubs qui ont la capacité de projection pourront projeter avant de passer à compléter, c'est-à-dire l'entraîneur complétera et passera aux exercices pratiques juste après. Donc, ça sera des formats plus courts parce qu'on estime qu'on n'a pas vocation à regarder 2 heures de vidéo quand on est au club en train de donner un cours. Format plus court, par niveau, plus régulier et progressif sur l'année. Donc ça, c'est notre projet. On fera un appel d'offres pour ça, pour savoir qui veut, quel entraîneur ou quels entraîneurs, parce qu'ils peuvent être naturellement plusieurs pour un projet de cette taille, souhaitent y prendre part. Et ça sera pour la rentrée. Mais on assurera la continuité des masterclass naturellement. Sylvain Raveau, je crois, a signifié qu'il ne souhaitait plus continuer. Donc, nous allons proposer quelqu'un pour remplacer et les masterclass vont poursuivre leur programme tel qu'il était prévu. Une question ensuite sur échec et entreprise. Ce sujet est-il d'actualité en matière de développement? Je suis frappé par la faiblesse du jeu dans les administrations. La faiblesse du jeu dans les administrations et les échecs en entreprise, pour moi, ce n'est pas forcément la même chose. Je vais parler des échecs en entreprise. Alors, on a un dossier sur la table d'une plateforme qui dispense des cours en entreprise. C'est quelque chose qui m'a l'air assez intéressant. Il n'est pas en haut de la pile, mais ça va avancer. Donc, il y a des perspectives, hein, puisque échecs et entreprise, ça marche bien. C'est les échecs au service. Enfin, il y a plusieurs points. Il y a les échecs en tant que divertissement pour de la cohésion de groupe, hein, une sorte de team building autour du jeu d'échecs. Donc ça, c'est une activité qu'on peut proposer. On peut proposer les échecs aussi dans le cadre d'événementiels d'entreprise.
avec des simultanés, présence de champions, organisation de petits tournois. On peut également proposer les échecs comme outils au service des skills qu'on a en entreprise. Par exemple, les échecs au service de la négociation, les échecs et la gestion de projet, les échecs et le marketing. Tout ça se décline potentiellement relativement bien. Il y a une plateforme qui s'est mise sur le secteur des sports pour les entreprises. Donc, c'est ça le fameux dossier qui est en bas de la pile, mais enfin qui va remonter rapidement. Il y a un coup à jouer parce qu'effectivement, les entreprises financent. Les entreprises sont possiblement des bons partenaires financiers. Donc, avoir des produits structurés pour elles, ça peut profiter au développement général de la fédération et donc des échecs en France. Donc oui, c'est un axe que nous développerons. Merci Éloi. Une question ensuite. Le site fédéral, alors on revient sur la thématique du site fédéral, est non sécurisé depuis un bon moment. Pensez-vous régulariser cela au plus vite? Je pense que par non sécurisé, la personne veut entendre qu'il n'est pas accessible en HTTPS, je suppose. Oui, ça doit être ça. Alors ça, ça ne veut pas dire non sécurisé, hein. Ça veut dire qu'il n'est pas simplement aux normes les données qui transitent ne sont pas sécurisées. En même temps, à la fédération, on n'a pas de données confidentielles qui sont sur les serveurs. Donc, les données qui transitent, si elles ne sont pas cryptées, ce n'est pas dramatique en soi. Après, à la fédération, on n'est pas expert en sécurité informatique. Ça serait bien optimiste de dire qu'on va avoir une sécurité maximum. À ma connaissance, les données n'ont jamais été hackées. On a des interruptions de service parce qu'on n'est pas protégé contre les attaques DDoS, donc les Deny of Service, ce qui est tout à fait normal, hein. On n'a pas un site qui a vocation à se protéger contre ça. C'est un dispositif qui est coûteux et ça ne nous arrive pas souvent. Et au pire, le site est indisponible. Donc, pour le moment, je ne vois pas d'urgence. Alors, effectivement, se mettre au HTTPS, si c'est facile avec la structure de site qu'on a, je vais en parler à Eric Mouret, faisons-le, parce que ça permet un meilleur référencement et un meilleur affichage, puisque les navigateurs sont de plus en plus tatillons avec ça. Donc, ça coupe certaines personnes qui voudraient voir le site de la possibilité de le faire, ou en tout cas, ça leur met un doute par un petit message d'alerte désagréable. Donc oui, effectivement, ça nous coûte un petit peu, ce sujet du HTTPS. Je vais en parler à Eric Mouret. Avec un peu de chance, la technologie utilisée est totalement compatible. C'est l'affaire de 2-3 heures de travail. Et donc, à ce moment-là, effectivement, ça passera en priorité. Une autre question ensuite de Golgoth67, on va en Alsace, qui demande qui va remplacer Sylvain Raveau. Donc ça rejoint un peu la thématique des masterclass. Je te laisse répondre malgré tout, même si on a déjà évoqué. Oui, alors je crois que c'est pas encore décidé en fait, hein. On est en train de chercher. Je sais que Jean-Baptiste Mulon, qui se charge de ce dossier, m'avait proposé des hypothèses de nom qui avaient l'air toutes super bien. Donc je pense qu'il les a contactées. C'est peut-être déjà réglé à l'instant que je vous parle, mais j'ai pas l'information. Mais il y aura un super entraîneur. En tout cas, parmi ceux qu'on a évoqués, ils sont sympas, ils sont compétents, ils sont expérimentés. Ils ont le sourire, ce qui est probablement le plus important dans ce genre d'exercice. Donc, normalement, les masterclass vont continuer à être d'excellentes factures. Une autre question ensuite. Pensez-vous organiser des compétitions destinées aux joueurs handicapés physiques avant la fin de la saison? Alors, je ne sais pas ce qui est prévu dans le calendrier. Est-ce que, Mathilde, on a des compétitions prévues? Il y avait à la fois le championnat de France des aveugles, ainsi que d'ailleurs le championnat du monde qui était prévu à Luchon, il me semble, qui vient d'être annulé 2 années de suite. Pour l'instant, sinon, non, on n'a pas de compétition prévue. Il y avait un rapprochement en cours avec la Fédération française handisport, qui elle aussi organise des compétitions. Donc, à voir ce qu'on peut faire. Mais pour le moment, déjà, redémarrer l'activité et on verra ce qu'on peut faire d'ici la fin de l'année. Merci Mathilde. Quelle prévision de reprise des interclubs en 2021-2022 novembre, point d'interrogation.
Alors, c'est une question qui concerne notre calendrier, donc je peux éventuellement en glisser un mot. Comme on l'a dit tout à l'heure, du coup, comme j'ai présenté tout à l'heure, la commission technique sera validée lors du comité directeur qui aura lieu ce samedi. À partir de ce moment-là, la commission technique, effectivement, se mettra au travail pour pouvoir délivrer le plus rapidement possible un calendrier, puisqu'on a bien conscience qu'habituellement, le calendrier à cette date d'avril est déjà sorti. Ça fait effectivement malheureusement partie des sujets qu'on a trouvés sur la table en arrivant lors de notre élection et sur lesquels on va se pencher. Voilà donc pourquoi justement tout à l'heure l'importance quand je vous disais qu'il fallait faire redémarrer la machine dès ce week-end avec un comité directeur qui nomme les commissions statutaires parce qu'elles sont vraiment essentielles au bon fonctionnement de notre fédération. Et j'enchaîne directement du coup avec une question de Stéphane Laborde. Qu'en est-il de la mise en place des réunions inter-CDJE et des réunions inter-ligues? Je suppose que Stéphane fait référence à notre promesse de campagne sur le Conseil des ligues et le Conseil des territoires. Oui, le Conseil des ligues est en train de se mettre en place. Ça, c'est naturel puisqu'on en a déjà parlé, mais pour prendre les décisions sur les licences, ils sont partie prenante. Donc, on est dans l'urgence de cette mise en place. Je crois que c'est prévu pour la semaine prochaine. Donc, normalement, chaque président de ligue, la semaine prochaine, recevra une invitation pour une première réunion de mise en place pour cadrer quelle sera leur mission à longueur d'année, quelle fréquence pour se réunir, quel mode d'organisation et de communication, donc toujours pour fédérer efficacement. A priori, c'est urgent, donc ce sera mis en place très prochainement, la semaine prochaine. Une autre question, on revient sur les interclubs. A-t-on un plan B pour les interclubs adultes avec un éventuel basculement en online? Je ne crois pas. Je peux juste répondre qu'on avait quand même évoqué effectivement cette idée-là dans la campagne, dans le cadre des deux possibilités, c'est-à-dire soit qu'on évaluerait un calendrier donc de reprise. Et pardon, j'ai pas parlé tout à l'heure, ça me fait rebondir sur la question du calendrier. La personne posait la question de novembre. Oui, c'est exact. Nous en avions parlé dans notre campagne. On va essayer de décaler le début des interclubs en novembre de manière à pouvoir permettre aux clubs de dégager des dates pour le début de saison parce qu'on sait que la rentrée, c'est vraiment essentiel pour les clubs pour attirer de nouveaux adhérents. Et donc, en cette période, eh bien, avec justement, par exemple, la mesure sur la gratuité des homologations, on espère que les clubs, avec ces dates libérées, pourront organiser des tournois de manière à faire revenir les joueurs dans les clubs et seulement au bout de 2 mois, démarrer les interclubs. On espère aussi que ce décalage en novembre nous permettra si par exemple la campagne de vaccination, mettons, se termine, de pouvoir démarrer des interclubs en présentiel, comme avant, quelque part. Et on avait effectivement évoqué pendant la campagne l'idée d'un plan B, au cas où, malheureusement, les conditions sanitaires ne nous permettraient pas de poursuivre pour une 3e année les interclubs, d'un basculement, pourquoi pas, mais qui a à réfléchir, notamment effectivement dans le cadre de la commission technique et des organes dont on a parlé, Conseil des ligues et Conseil des territoires, d'un basculement 100% loisir sur des matchs en ligne. Et alors, une question de Sophie Lannes de Nantes. Quelle opinion avez-vous de la pratique du mercenariat dans les clubs? Question complexe. Oui, alors je ne sais pas si c'est le bon endroit pour y répondre. Enfin, en tout cas, là, on est vraiment dans l'action et dans le lancement et dans la mise en place. La question du mercenariat dans les clubs, je pense qu'on peut la poser, mais peut-être dans un autre contexte. En tout cas, je pense que là, c'est malheureusement pas vraiment le moment de parler de ça. On a ensuite une question de Shem Totov, peut-être toujours en Alsace. Quand les annonces de stage seront-elles posées? Alors ça, c'est une question à destination de toi, Éloi, j'imagine, pour les projets d'emploi futurs.
Oui, alors c'est une excellente question. Il faut les poser, en fait, il faut les poser à peu près tout le temps. C'est ça le truc. C'est-à-dire que ce qu'on veut toucher, c'est un maximum d'étudiants pour trouver la perle rare qui va aimer les échecs et qui va se retrouver dans la proposition qu'on fera pour le junior. Donc, que ce soit un alternant ou un stagiaire, en fait, on a intérêt à alterner les offres en postant on va dire, tous les 2 mois, 3 mois, de façon à recevoir des CV et surtout de toucher la bonne personne. Parce que quand on pose une offre, on n'est pas sûr de trouver le bon interlocuteur, surtout qu'on cherche quand même un passionné d'échecs dans une bonne école qui a un savoir-faire avec lequel il sera directement opérationnel. Donc, il y a une stratégie pour ça. La stratégie, c'est de faire une belle offre avec un stage qui soit prometteur, donc je dis stage ou alternance, mais qui soit prometteur, qui s'intègre complètement dans le parcours d'apprentissage du junior. Et il faut percuter aussi sur celui qui va adhérer aux valeurs du sport et aux valeurs des échecs. Donc, le plus on poste d'offres, le mieux on se porte. Et il y a des moments pour ça. Précisément tout de suite, là par exemple, c'est trop tard puisqu'on a raté les février, mars, avril. Donc, c'est un petit peu tard, mais néanmoins, dès qu'on aura passé cette première vague d'opérationnel, on se penchera sur la question du recrutement et des ressources humaines et l'entretien, la pérennisation des ressources humaines du siège fédéral. Merci, Éloi. Une autre question de Stroman38. Qu'en est-il des relations avec le ministère? Référence au rapport de l'inspection, point d'interrogation, délégation, point d'interrogation, des contacts. Alors, j'ai eu un premier rendez-vous aujourd'hui avec le directeur de cabinet de la ministre, qui s'est très bien passé. Donc, il était naturellement au courant du rapport, il était au courant de la situation des échecs avec le CNOSF, avec la délégation, avec l'agrément, qui sont les enjeux qu'on a auprès du ministère. Le rendez-vous s'est extrêmement bien passé. Alors, je pense être très objectif en disant ça. C'était très encourageant. Ils ont vraiment accueilli, j'ai été très bien accueilli, très bien reçu. Donc, on a une feuille de route, effectivement, pour toutes les recommandations qui ont été dans le rapport. Donc, il y en a encore qui ne sont pas résolues. Donc, ça, on va y travailler avec la direction des sports. Pour la demande de délégation, il y a également une feuille de route qui a été mise en place pour qu'on soit dans les temps. Donc, je suis plutôt extrêmement satisfait de ce premier rendez-vous au ministère. Et il y en a un autre à suivre qui arrivera dans les semaines qui viennent. En période de Covid, ce n'est pas si simple, mais c'est des rendez-vous interfédération. Donc, c'est très intéressant aussi. Donc, c'est ce que je disais en introduction. Les relations avec les partenaires institutionnels sont en train de se nouer. Ce premier rendez-vous était vraiment intéressant parce que très prometteur. Merci, Éloi. Effectivement, on va essayer d'accélérer un petit peu parce qu'il est déjà 20h30. On s'était fixé comme objectif de faire 1 heure de points. On a encore pas mal de questions, alors je vais essayer d'être assez rapide. Envisages-tu, Éloi, un tour de France des ligues? Alors là, ça me prend de court comme question. En fait, j'envisage évidemment d'aller à la rencontre des ligues, mais probablement par l'intermédiaire des événements, a priori, ou des assemblées générales de ligues, en fonction des plannings. Mais il est certain que dans les 24 premiers mois, j'aurai été au moins une fois dans chacune des ligues. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Ensuite, ça ne sera pas sous forme d'un Tour de France. Non, je ne vais pas prendre la voiture pour aller faire le Tour de France des ligues. Donc, ça sera plus de combiner on va dire le long terme avec l'événement. Donc, je pense que ça sera sur les 24 premiers mois. Mais oui, effectivement, j'ai l'intention, dès que les conditions le permettent, dès que les compétitions reprennent, d'aller à la rencontre des clubs, des ligues, des organisateurs. C'est quand même la moindre des choses et c'est bien normal. Une question à laquelle je vais répondre directement. Jean Vasse de La Réunion qui demande « Nous avons une formation en ligne pour les arbitres, mais quand aurons-nous l'examen ?» Donc, je fais la réponse qui m'a été apportée par Lauriane Lebray, qui est donc à la direction nationale de l'arbitrage et qui est aussi membre du bureau, qui nous indique que la DNA prévoit des examens en juin si les conditions le permettent, comme cela est indiqué dans le calendrier. Et j'enchaîne directement avec une question sur 2019-2020
et 2020-2021 ont été déclarées année blanche pour les compétitions par équipe. Pour autant, beaucoup d'équipes dans beaucoup de clubs ont disparu. D'autres disparitions sont sans doute à prévoir. Comment imagine-t-on la reprise dans ce cadre pour avoir des groupes les plus complets possibles? Oui, alors oui, c'est une question pour la commission technique. Hein. C'est ce que j'allais dire. C'est une question un peu pour la commission technique qui se mettra au travail samedi prochain, mais je suppose que la commission technique et la direction des interclubs prévoient de toute façon de nouvelles inscriptions pour les clubs et qu'on ne peut pas se permettre effectivement de reconduire à l'identique sans interroger les clubs les groupes qui ont été faits cette année, puisque effectivement on a peut-être des clubs qui entre-temps ont vu leur effectif baisser, ont des équipes qui doivent disparaître. Donc, je pense que le travail, effectivement, revient à la commission technique. Je ne sais pas si tu veux ajouter. Non, alors éventuellement Laurie, puisque je sais qu'elle a, elle a une analyse sur les, justement, en particulier chez les petits qui progressent, le fait de ne pas pouvoir monter, descendre, ça crée des problèmes dans les groupes. Donc, c'est vrai qu'il y aura un vrai sujet là-dessus. Et après ça, je propose qu'on prenne une dernière question éventuellement. Donc, Laurie, je ne sais pas si tu as peut-être une analyse sur l'impact des saisons blanches pour les clubs. Oui, il y a un impact à plusieurs niveaux, que ce soit sportif ou moral, juste sur le fait qu'on ne puisse pas être avec nos adhérents, ne serait-ce déjà quand ils sont adultes. C'est vrai que chez les jeunes, ça pose un problème pour les clubs qui s'investissent sur la formation des jeunes parce qu'on n'a pas de retour, ils ne font pas de tournois. Et voilà, ça favorise un petit peu l'ordre établi d'il y a, on va dire, 2 ans. Et c'est un petit peu difficile quand on essaie de pousser les jeunes à progresser parce qu'on n'a pas de moyens d'évaluer où ils en sont et de les accompagner au mieux. Voilà, ça c'est un point de vue général, en fait, je pense. Ensuite, on n'y peut pas forcément grand-chose. L'important, c'est de se concerter un maximum avec les clubs et d'être à l'écoute pour les futures décisions techniques, je pense. Ouais. Allez, Éloi, si tu le permets, je prends 2 questions. Une première, une question sur le siège à Asnières. Quelle relation avec la ville? Alors, j'ai rencontré le maire d'Asnières, puisque effectivement le siège de la fédération est dans le château d'Asnières. Donc, on s'est rencontrés. Il y avait effectivement un problème avec un sujet, en tout cas, avec la convention qui expirait début mai. Donc, cette convention a été renouvelée. Donc, nous ne serons pas à la rue. Ça, c'est un premier bon point. Et également, il y avait des arriérés dus à la non-utilisation de la partie basse du château, qui était dans la convention de départ. Et la mairie, Manuela Schliemann, nous a exonérés de ces arriérés de loyer, estimant qu'effectivement, on ne les avait pas utilisés. Donc, c'était un geste très élégant et important pour nous, puisque on parle d'une somme importante. Donc, nous sommes maintenant en règle et tranquilles, puisque la convention est renouvelée pour plus tard. Donc ça, la ville d'Asnières, pour le coup, vraiment joue à fond le jeu du partenariat avec la fédération, développe très bien le club également, et nous a également proposé d'ailleurs d'organiser des événements en particulier avec la ville, avec les salles de la ville. Donc en fait, c'est vraiment un partenaire extrêmement important pour nous maintenant. Et du coup, une dernière question de Philippe Vinoni. Pour les jeunes à Agen, si le problème est le vaccinodrome et non le nombre d'enfants dans un même lieu, la piste de nouvelles salles dans une autre ville est-elle à l'étude? Là, je suis tenté de dire que la question est un peu délicate parce que déjà pour Agen, alors que tout est prévu, qu'on connaît la salle, qu'on a déjà organisé là-bas, que le club est expert, donc en fait, où vraiment toutes les conditions sont réunies, ça va être compliqué. Sachant que pour le championnat jeune, il faut un palais des congrès et toutes les villes n'en ont pas. Partir à la recherche d'une nouvelle ville pour ce tournoi-là me paraît, j'allais dire pure folie, mais en tout cas me paraît vraiment une mauvaise décision parce qu'on risque de perdre du temps et de l'énergie avec des chances de trouver qui sont extrêmement minces et qui de toute façon subiront des risques d'annulation. Donc ça nous met dans un contexte encore plus compliqué.
Donc, je pense que je n'aurais pas envie de tenter ça. En tout cas, s'il y a un championnat de France jeune en présentiel, ça sera à Agen ou alors ça va vraiment être très, très, très improbable. Voilà, et ben écoute, je sais qu'on avait encore des questions, mais c'est vrai qu'on s'était fixé comme objectif une demi-heure de présentation, une demi-heure de questions-réponses. Je pense qu'on a réussi à s'y tenir. Je te laisse peut-être un mot de la fin, Éloi. Merci Mathieu. Donc, merci à tous d'avoir suivi ce point d'info numéro 1. On en refera, a priori, on est parti sur 3 par an pour vous donner les infos utiles pour les clubs, pour répondre à vos questions, pour échanger et pour vous tenir au courant. Donc, merci à notre vice-présidente Laurie, à Mathilde, notre directrice générale, à Didier Fretel, secrétaire général, et à Mathieu, qui a parfaitement, comme d'habitude, préparé et organisé. Merci également à Étienne Mensch, qui réalise ce programme. Et un petit dernier mot, encouragement pour MVL, bien sûr. Allez Maxime, c'est le futur, l'explosion possible des échecs en France est entre tes mains, donc c'est le moment de s'accrocher. Donc vous pouvez le suivre sur tous les grands streams français, donc Blitzstream, Chess24, il y en a plein. Le programme des streams est sur le site de la FFE. Allez-y, encouragez Maxime, et puis en tout cas, et puis surtout, travaillez bien, bonne rentrée pour les clubs et bon courage à tous. Merci.